Bien, rebonjour. Donc je vais vous parler de modélisation de la propagation des ondes sismiques dans les sols avec différents types de méthodes. J'ai indiqué ici les noms des personnes avec qui j'ai collaboré. En fait, j'ai mis exclusivement les noms des jeunes avec qui j'ai collaboré. Donc, la liste en fait peut se poursuivre avec d'autres personnes, mais j'ai mis essentiellement en valeur sur ce premier transparent, donc le nom de Youssef, Maria Paula, Chiara, Stéphanie, qui sont dans la tranche d'âge des groupes jeunes, on va dire, pour montrer en fait que la collaboration entre jeunes et moins jeunes peut être tout à fait fructueuse. Donc l'idée dans cette présentation, c'est de parler de la propagation des ondes sismiques, donc potentiellement à grande échelle. Ça veut dire qu'on va partir de la source sismique, étudier la propagation dans les couches profondes. Ensuite, on va s'intéresser, pour les ouvrages, on va s'intéresser au mouvement sismique, à l'excitation sismique sur les structures. Et ensuite, si on se focalise encore un petit peu plus à l'échelle des constructions, des ouvrages, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement l'interaction sol-structure et la réponse dynamique des ouvrages. Donc l'idée, en fait, dans cette présentation, donc ça va être plutôt un survol, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des méthodes, mais donner en fait quelques éléments, notamment de comparaison et de stratégie de modélisation pour les problématiques de propagation d'ondes, donc ça peut être pour les séismes, mais ça peut être pour les vibrations en général, et d'interaction sol-structure au sens de la dynamique, donc interaction dynamique sol-structure. Alors la présentation va se décomposer de la façon suivante, donc je vais faire un petit bestiaire des différentes méthodes existantes. Un point particulier, comment modéliser la propagation en milieu infini. Ça, c'est une difficulté propre au domaine de la dynamique, des problèmes sismiques via les méthodes numériques. Je vais parler un petit peu de couplage de méthodes, d'approches pour l'interaction sol-structure et terminer par quelques perspectives. Alors, sur les différentes méthodes disponibles, je ferai pas un bestiaire complet, parce qu'il existe en fait énormément de méthodes différentes. Je vais d'abord présenter les principes généraux de deux méthodes qui sont assez utilisées dans le domaine de la dynamique, des vibrations, de l'acoustique, qui sont la méthode des éléments finis et la méthode des éléments de frontière. Donc là, j'ai mis les acronymes anglais FEM, BEM pour ces deux méthodes, Finite Element Method et Boundary Element Method. Alors pour la méthode des éléments finis, c'est très classique, hein, on va discrétiser notre milieu en un certain nombre d'éléments, soit en 2D, soit en 3D, et puis on va essayer de minimiser une certaine fonction scalaire sommée sur l'ensemble de ces éléments-là. Donc ça veut dire qu'on va discrétiser l'ensemble du domaine. Si on étudie la propagation des ondes, on va donc étudier la propagation des ondes de proche en proche au travers en fait, de cette discrétisation de l'ensemble du domaine. Pour la méthode des éléments de frontière, on va procéder différemment. On va essayer d'écrire le problème que l'on essaie de résoudre sur la frontière du domaine. On va ajouter un ingrédient supplémentaire dans la méthode des éléments de frontière, c'est ce qu'on appelle un problème élémentaire annexe, qui dans ce cas-là peut être simplement la solution du problème sur un cercle, et ensuite on va essayer de résoudre sur une ellipse. Donc on a un ingrédient particulier dans la méthode des éléments de frontière qu'on appelle la solution élémentaire, donc c'est la solution d'un problème annexe plus simple. Donc pour une onde sismique, ça peut être une source ponctuelle dans un milieu infini, donc ça va être un problème élémentaire que l'on sait résoudre facilement, et qu'on va mettre comme ingrédient pour essayer d'écrire la solution du problème sur la frontière. Alors comme ici on a une frontière continue, on n'est pas encore au stade des méthodes numériques de la résolution discrète, donc ce qu'on va faire, une fois qu'on a écrit le problème sur la frontière avec cette solution d'un problème plus simple, la solution élémentaire, on va discrétiser la frontière. Donc c'est ça qu'on appelle la méthode des éléments de frontière, c'est en fait la résolution approchée de notre problème sur la frontière du milieu que l'on a décomposé en éléments. Vous voyez que la différence, c'est qu'au lieu de discrétiser l'ensemble du domaine, on ne discrétise que la frontière. Donc ça peut représenter un gain significatif pour la résolution de notre problème. Alors c'est intéressant, la méthode des éléments de frontière pour les milieux infinis, puisqu'on va réduire la dimension du problème à résoudre
Pour du 3D, on va passer à une surface bidimensionnelle. Pour du 2D, on va passer à un contour, comme on l'a vu sur le transparent précédent, donc à la résolution d'un problème 1D sur un contour. Donc ça va être un avantage important pour les problèmes en milieu infini ou semi-infini. Si on considère par exemple une cavité dans un massif de sol, donc ça peut aussi bien être un problème statique qu'un problème dynamique, si le problème élémentaire que l'on met comme ingrédient dans notre méthode d'éléments de frontière, c'est en fait le comportement d'un massif élastique semi-infini, il suffira en fait de discrétiser la paroi de la cavité, puisque en fait le problème semi-infini est un ingrédient de la résolution que l'on fait par la méthode des éléments de frontière. Donc on ne va discrétiser que la paroi de la cavité. Donc ça va simplifier grandement la résolution du problème. On n'aura pas par exemple à discrétiser la surface libre ici, on n'aura pas à discrétiser l'ensemble du milieu. Donc vous voyez l'avantage de la méthode, si on discrétise seulement les contours et qu'on met comme ingrédient quelque chose qui est déjà proche de notre problème, donc ici un demi-espace élastique, c'est proche de notre problème, et la seule différence que l'on a ici, c'est la présence de cette cavité. Donc il suffit en fait de représenter la cavité comme ingrédient supplémentaire, et on peut résoudre simplement ici, vous voyez, sur les, je ne les ai pas comptés, sur les 12 éléments de frontière ici, ça va être quelque chose de très léger, alors qu'en fait on a quelque chose qui se passe dans un milieu très très grand. Alors sur la méthode des éléments finis, le développement en fait d'une formulation un petit peu particulière de la méthode des éléments finis, qu'on appelle la méthode des éléments spectraux, donc l'acronyme anglo-saxon SEM représente en fait le nom de la méthode Spectral Element Method. La principale différence avec la méthode des éléments finis, c'est le même genre de méthode, on va discrétiser l'ensemble du domaine, c'est que pour la méthode des éléments spectraux, en fait, dans les éléments, à l'intérieur des éléments, on va représenter par exemple le champ de déplacement avec des fonctions un petit peu particulières, un petit peu plus compliquées qu'avec les éléments finis, notamment des polynômes de Legendre ou de Chebyshev. Donc ça, c'est une des principales différences. Mais sinon, méthode des éléments finis, méthode des éléments spectraux sont assez proches, puisque en fait, on va discrétiser l'ensemble du domaine. Donc je vais faire maintenant un petit tour d'horizon de l'ensemble de ces méthodes-là. J'ai parlé des éléments finis, des éléments spectraux. Donc vous voyez en fait que à l'intérieur d'un élément quadrilatère comme ceci, pour les éléments spectraux, la position des points est un peu différente parce que les familles de polynômes qu'on utilise pour interpoler le déplacement est différente. Donc voilà deux méthodes qui sont proches mais avec quand même quelques différences. Et la méthode des éléments de frontière, où on ne discrétise que la frontière du milieu 1 ici et par exemple la frontière du milieu 2 ici. Si on imagine qu'on a deux milieux, en fait on va avoir deux contours qui vont entourer chacun de ces deux milieux. Donc voilà la différence entre ces différentes approches. Alors comment est-ce qu'on peut comparer ces méthodes? Pour la méthode des éléments finis et la méthode des éléments spectraux, l'avantage de mailler l'ensemble du domaine avec le maillage que je vous ai montré tout à l'heure, c'est qu'on peut reproduire des fortes hétérogénéités dans le milieu. À l'extrême limite, dans chacun des triangles que je vous ai montré tout à l'heure, on peut mettre des propriétés différentes. On peut aussi représenter des comportements complexes. Typiquement, en géotechnique, ça va être des comportements élastoplastiques dans certains cas, ce qui n'est pas possible avec la méthode des éléments de frontière. En revanche, pour les problèmes de dynamique, avec la méthode des éléments finis et la méthode des éléments spectraux, on peut avoir des problèmes d'erreurs qui se cumulent au cours de la propagation de l'onde ou de la vibration. Donc ça peut être une difficulté. Et puis, on peut avoir aussi des problèmes de réflexion parasite, parce que le maillage ne peut pas être infini pour représenter les couches géologiques. On est obligé de le tronquer quelque part, d'où d'éventuelles réflexions parasites dont il va falloir essayer de se prémunir. Pour la méthode des éléments de frontière, en fait, les désavantages de la méthode des éléments de frontière sont finalement en regard des avantages de la méthode des éléments finis ou des éléments spectraux. Comme on discrétise en fait par zone homogène, on est limité à des milieux faiblement hétérogènes. On est limité aussi, de par la formulation de la méthode, à des comportements linéaires. En revanche, on n'a pas en fait cet effet d'erreur cumulative, puisqu'on ne discrétise pas l'ensemble du milieu, on ne calcule pas la propagation de proche en proche, donc on n'a pas cet effet d'erreur cumulative, et on peut facilement modéliser les milieux infinis, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc finalement, les avantages de l'une correspondent aux inconvénients de l'autre, donc on peut être amené finalement à coupler ces méthodes ou à imaginer des approches hybrides combinant les avantages de chacune des méthodes. Alors un premier exemple avec la méthode des éléments spectraux, donc c'est
un collègue du Politecnico di Milano, qui a en fait fait une étude par la méthode des aimants spectraux de propagation d'ondes due au passage d'un train. Donc vous voyez ici un tunnel, vous voyez ici une tranchée ouverte, donc le train vient du fond et arrive devant comme ceci, et en fait on peut calculer la propagation de l'onde et la vibration de la structure avoisinant la voie ferrée par la méthode des aimants spectraux. Alors la difficulté dont je parlais pour la méthode des aimants finis et la méthode des aimants spectraux, cette erreur cumulative au cours de la propagation, je vais l'illustrer avec un exemple extrêmement simple d'une onde qui se propage dans un milieu unidimensionnel. Donc là, on va simplement découper notre milieu unidimensionnel en un certain nombre d'éléments. Vous voyez l'onde qui se propage dans le milieu. Donc théoriquement, comme c'est un milieu élastique linéaire, on devrait simplement voir l'onde se translater progressivement d'un point à l'autre du milieu. Alors si on prend un maillage extrêmement fin, c'est exactement ce qui se passe. Donc vous voyez ici à l'instant T1, T2, T3, T4, l'onde qui s'est simplement translatée. Donc c'est tout à fait ce que prédit la théorie, enfin ce qu'on peut calculer de tête finalement. On a en fait un temps de propagation identique d'un signal à l'autre. Donc là c'est pour le maillage d'éléments finis ou d'éléments spectraux le plus fin. On a 800 éléments, donc c'est un peu plus que ce que j'ai représenté ici, 800 éléments le long de notre milieu unidimensionnel. Si maintenant on prend des éléments moins fins, si on prend 400 éléments le long de notre milieu unidimensionnel, vous voyez que la forme du signal est un petit peu chahutée au cours de la propagation. Donc ça veut dire qu'on a déjà une erreur numérique significative. Si on prend des éléments encore un petit peu plus grossiers, vous voyez que la forme du signal change encore, et vous voyez qu'on commence à avoir un décalage entre les différents pics au cours de la propagation, entre ce signal rouge et celui-ci, entre ce signal jaune et celui-ci. Vous voyez qu'on a un décalage vers la droite des différents signaux. Et si on prend des maillages de plus en plus grossiers, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez que finalement, dans le calcul que l'on fait dans un maillage avec 100 éléments, on a l'impression que l'onde se propage plus vite que lorsqu'on fait le calcul avec un maillage très très fin. Donc on s'éloigne finalement de la solution que l'on imaginait, la solution exacte qui serait celle-ci, simplement parce que le maillage est très grossier. Donc finalement, en ayant des éléments plus gros, on rigidifie artificiellement le milieu, et vous voyez que la propagation de l'onde que l'on calcule dans un maillage très grossier a tendance en fait à se faire plus rapidement que lorsqu'on prend un maillage plus fin, où on retrouve bien en fait la solution théorique. Donc c'est un problème d'erreur numérique au cours de la propagation des ondes, auquel il faut prendre garde quand on fait des simulations de propagation d'ondes sismiques ou de propagation de vibrations. Un deuxième point que je voulais aborder, en dehors des caractéristiques des méthodes et des erreurs numériques, c'est la modélisation des milieux infinis. Comment est-ce qu'on peut modéliser des milieux infinis ? Pourquoi modéliser finement la propagation en milieu infini ? Je vous montre un exemple de propagation d'ondes dans un massif de sol centrifugé. Donc là, c'est une boîte dans laquelle on a du sable de Fontainebleau. On a fait une expérimentation et puis on a essayé de la modéliser numériquement. Vous voyez que l'onde se propage, on a des ondes de compression, des ondes de cisaillement, et vous voyez que en bas du massif, on a arrêté le modèle élément fini, le maillage ici, parce que notre boîte a cette dimension-là. Vous voyez qu'on a une réflexion de l'onde. Si on est dans des couches géologiques, on veut éviter en fait cet effet de troncature du maillage, puisque dans la réalité, les ondes sont transmises aux couches sous-jacentes, donc on veut éviter en fait ces réflexions qui, dans le cas d'un milieu géologique, seraient des réflexions parasites. Donc l'idée pour limiter les réflexions parasites, ça peut être en fait d'utiliser des frontières absorbantes. Donc ça consiste ici dans nos couches de sol ici, notre modèle de bâtiment ici, de disposer au niveau de la troncature du maillage d'un certain nombre de ressorts d'amortisseurs pour limiter la réflexion des ondes sur les parois du maillage. Alors c'est assez compliqué à faire parce que vous avez à la fois du mouvement horizontal ici, mais vous avez aussi du mouvement vertical, suivant que vous avez... il me reste 2 minutes, c'est ça ? Non, 5 minutes, ça va. Donc c'est assez compliqué à faire. On peut aussi utiliser des éléments infinis ici, ou on peut utiliser des couches absorbantes. Donc comment est-ce que ça fonctionne, des couches absorbantes ? Simplement, on a notre milieu de propagation ici, et on rajoute une couche dans laquelle, en fait, l'amplitude de l'onde va décroître comme ceci.
Donc il suffit en fait de bien caler les propriétés ici à l'interface, pour qu'il n'y ait pas de réflexion à l'interface. L'onde rentre dans cette couche absorbante et va progressivement être amortie à l'intérieur de cette couche. C'est ce qu'on appelle en fait les approches de type PML, par exemple, qui fonctionnent sur ce principe. Alors voilà un exemple de calcul de propagation d'ondes. Vous avez une source d'ondes ici au milieu, les ondes se propagent vers les bords, et vous voyez que progressivement, aux instants ultérieurs, elles sont absorbées à l'intérieur des couches. Avec l'approche classique suivant une seule direction d'atténuation, on peut avoir des petites difficultés numériques. Avec des approches qui fonctionnent suivant les différentes directions de l'espace, des approches multi-axiales, vous voyez qu'au cours du temps, la propagation des ondes se fait gentiment avec une absorption quasi parfaite par les couches qui sont situées tout autour. Alors un autre exemple, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il me reste 4 minutes et demie, c'est avec d'autres approches. Donc vous avez des approches qui utilisent par exemple l'amortissement de Rayleigh, donc l'approche CALM ou l'approche ALID qui ont été développées ces dernières années, qui permettent aussi, vous voyez, l'onde se propage, qui permettent aussi d'absorber en fait les ondes dans les couches absorbantes qui sont positionnées aux frontières du maillage, de façon à éviter ces réflexions parasites. Donc là, pour des calculs de vibration ou des calculs de propagation d'ondes sismiques, ça peut être très utile. Alors maintenant, la méthode des aimants de frontière. Pour la méthode des aimants de frontière, comme on arrive à représenter la propagation en milieu infini, on n'a pas cette difficulté. On n'est pas obligé en fait, d'ajouter des frontières absorbantes. On va simplement discrétiser les interfaces et calculer la propagation des ondes qui vont en fait, rayonner à l'infini de façon naturelle grâce à la formulation en éléments de frontière. Donc là, c'est un exemple d'amplification des ondes sismiques, où vous avez un facteur d'amplification de 1,2 dans la zone rouge ici. Et si on regarde à des fréquences supérieures, donc là c'est des calculs qui sont réalisés dans le domaine des fréquences, vous voyez que le niveau d'amplification va augmenter à 1,6 Hz. On va avoir un facteur de 15 entre la zone rouge et la zone verte, donc une amplification très forte dans les couches superficielles. Donc ça c'est un avantage important de la méthode des aimants de frontière. Ça c'est en 2 dimensions. En 3 dimensions, comment est-ce que ça fonctionne? De la même manière, on peut discrétiser les interfaces entre zones homogènes. Ici, vous avez une onde qui vient par en dessous comme ceci, et vous voyez l'amplification de l'onde dans un bassin sédimentaire de forme simple. Un petit exemple plus réaliste dans le cas du bassin de Grenoble, où vous avez ici la vallée de Grenoble qui est représentée comme ceci, donc avec une épaisseur de sédiment de l'ordre de 500 mètres. Donc là, c'est un maillage qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de rayon, et avec la méthode des aimants de frontière, on ne discrétise que les interfaces, donc on est capable en fait de faire une simulation de ce type-là avec, j'allais dire, seulement 140 000 degrés de liberté. Donc ça permet en fait de gagner sur le volume de calcul à réaliser. Alors la troisième et dernière partie, dans les 3 minutes qui me restent, sur les couplages et l'interaction sol-structure. Donc là, je vais vous parler de quelques approches que l'on peut essayer de combiner pour en fait bénéficier de l'avantage des différentes stratégies de modélisation. Alors une première approche qu'on a développée avec Youssef Aboud dans le cadre de sa thèse, c'est l'approche de type macroélément. Ça consiste à dire, si on a une fondation comme ceci, reposant sur un sol, on va mobiliser en fait, les non-linéarités de comportement dans le sol dans un certain volume, et on va concentrer en fait, cette interaction dynamique non linéaire entre la fondation et un certain volume de sol sous la forme de grandeur généralisée représentée au niveau des points rouges ici. Donc on va avoir des déplacements, des rotations, des forces, des moments, qui vont en fait pouvoir être décrites par des mécanismes plastiques dans l'interaction dynamique sol-structure entre ce volume de sol et la fondation, donc de glissement, en termes de capacité portante ou de basculement, et on va concentrer toutes ces informations dans un macroélément qui est une sorte de super ressort non linéaire multi-axial, et on va concentrer toutes les informations au point rouge. Donc là, on n'a même pas de maillage finalement. Donc c'est le degré zéro des éléments finis, c'est le macroélément. Alors pour tenir compte du rayonnement des ondes à l'infini, on doit quand même rajouter ici, par le biais de ces symboles bleus ici, ce qu'on appelle fonctions d'impédance qui permettent aux ondes de rayonner à l'infini. Donc ça, c'est quand même un ingrédient supplémentaire. Donc vous voyez, on a 2 ingrédients assez simples. Ce qu'on a essayé de développer en fait, dans le cadre de la thèse de Youssef Aboud, c'est une approche hybride qui combine en fait, ce macroélément qui concentre toutes les informations sur les non-linéarités de comportement entre la fondation et le sol support, dans un certain volume du sol support, avec un maillage élément fini ici, qui va permettre de rendre compte de façon plus fine du rayonnement des ondes à l'infini. Alors ça, c'est une approche hybride qu'on vient de développer. Quel est son intérêt? L'intérêt, ça peut être par exemple de combiner
plusieurs fondations sur une structure multi-support, comme on le montre ici sur cet exemple. Au lieu de faire un modèle élément fini avec les 4 composantes de fondation ici en interaction avec le sol, dans un grand maillage élément fini, bah, ce qu'on va faire, c'est combiner 4 macro-éléments comme ceci, dans lesquels on va concentrer les informations sur les non-linéarités de comportement du sol, ou alors combiner les 4 macro-éléments non linéaires avec un modèle élément fini linéaire pour tenir compte du rayonnement des ondes à l'infini. Donc ça va être quelque chose de beaucoup plus léger qu'un calcul élément fini non linéaire dans tout le volume, et on va avoir des résultats qui sont extrêmement proches. Une autre stratégie qui a été développée récemment par les collègues de l'université de Nice, c'est une approche en fait qu'on appelle modèle en T, qui consiste à combiner une colonne de sol unidimensionnelle. On a la propagation des ondes qui se fait dans cette colonne, et ensuite les efforts et les déplacements sont transmis à une espèce de boîte à chaussures comme ceci, un maillage tridimensionnel dans lequel on va avoir en fait les effets d'interaction dynamique sol-structure tridimensionnelle, avec éventuellement rotation de la fondation, avec toute la complexité de l'interaction dynamique sol-structure, mais concentrée dans ce volume tridimensionnel. Donc la propagation dans les couches de sol est étudiée de façon 1D, éventuellement avec les 3 composantes du mouvement, et l'interaction dynamique sol-structure 3D va être étudiée de cette façon. Ce qui veut dire qu'on peut éventuellement aussi étudier des interactions multiples entre plusieurs structures proches qui vont être représentées fidèlement en fait, dans ce volume tridimensionnel. Donc l'intérêt, c'est qu'on inclut en fait la réponse de la fondation superficielle. On peut étudier l'interaction structure-sol-structure dans des cas comme ceci, et on a une réduction du temps de calcul qui peut aller jusqu'à un facteur 7. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait appréciable. Donc ça, c'est une autre stratégie de modélisation. Alors si on essaie d'étudier l'interaction sol-structure par la méthode des éléments de frontière, donc là, c'est également intéressant d'utiliser cette approche, parce qu'on peut étudier la propagation des ondes dans le milieu semi-infini de façon aussi simple que ce que je vous disais tout à l'heure, et l'interaction avec la structure va se faire simplement en discrétisant le contour de la structure et l'interface avec le sol. Donc vous voyez qu'avec une vingtaine, on va dire, d'éléments de frontière, on peut représenter un problème relativement simple d'interaction sol-structure. Donc je vais vous montrer tout de suite un exemple de résultat par la méthode des éléments de frontière, avec une seule structure ici à une fréquence relativement basse. Donc là, on a assez peu d'interactions parce que la structure est petite par rapport à la longueur d'onde. À une fréquence un peu plus élevée, vous voyez qu'on commence à avoir des interactions significatives. Et à une fréquence encore un petit peu plus haute, vous voyez que là, on représente bien une interaction sol-structure, dynamique sol-structure, assez forte. Donc ça, c'est avec une seule structure. Si on en met plusieurs, on peut étudier les interactions entre structures via le sol. Vous voyez qu'à cette fréquence-ci, par exemple, on a un mouvement plus faible sur la structure centrale et un mouvement plus fort sur les structures latérales. D'accord ? On peut aller plus loin, étudier en 3 dimensions l'interaction sol-structure et l'interaction fluide-structure. Donc là, c'est des analyses qui ont été faites par les collègues de l'école centrale, où vous avez une retenue, un barrage en béton, les couches géologiques avoisinantes, et vous voyez qu'on peut représenter l'interaction dynamique entre l'ouvrage, la retenue et les structures géologiques avoisinantes en 3 dimensions, en ne discrétisant que les interfaces entre chacune des zones. Donc c'est particulièrement économique en termes de temps de calcul. Alors je vais terminer par les perspectives. Je n'ai pas vu le panneau 2 minutes s'afficher, mais j'ai peut-être... si, je suis déjà au-delà du temps. J'ai juste en fait mis en exergue 2 perspectives importantes en fait pour la géotechnique sismique. J'avais prévu d'en parler quand j'ai supprimé les 40 transparents supplémentaires que j'avais préparés. C'est malheureusement passé à la trappe, mais c'est des points importants qu'on pourra développer éventuellement, dont on pourra parler dans la discussion. C'est évidemment, pour les séismes forts, l'effet des non-linéarités de comportement dans le sol, alors qu'on peut essayer de représenter soit avec des modèles non linéaires très compliqués, soit avec des approches linéaires équivalentes. Je pense que Ziad Ktesh en parlera sans doute dans la présentation suivante. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et puis un autre point important, c'est l'influence des fluides interstitiels, de la saturation des sols. Comme vous voyez ici, si on fait vibrer un massif de sol saturé avec une structure dessus, le sol peut liquéfier. Donc on a un projet de recherche ANR qui s'appelle Isolate, qui est en cours sur ce sujet, avec des expérimentations, des modélisations dans les labos que vous allez visiter cet après-midi à l'IFSTAR et au laboratoire Navier à l'École des Ponts, mais aussi sur la centrifugeuse de l'IFSTAR à Nantes et sur la table vibrante du CEA à Saclay. Donc il y a
des expérimentations de grande envergure qui sont prévues pour étudier ce phénomène de liquéfaction et la mitigation par des techniques de biocalcification pour essayer d'améliorer les performances des couches de sol support. Le deuxième point dont je voulais parler, et ce sera mon dernier transparent, c'est la variabilité des propriétés des sols. On sait bien que les propriétés ne sont pas constantes sur des échelles de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de mètres. Donc si on fait des modèles extrêmement grands, comme ce modèle par éléments spectraux réalisé par les collègues de l'école centrale, on a plus de 50 km ici de profondeur et de largeur sur ce modèle-là. Et si on regarde localement dans un élément, on peut avoir en fait des variations de propriétés géotechniques à des échelles relativement petites par rapport à l'analyse de propagation d'ondes sismiques que l'on fait. Donc l'influence de la variabilité des propriétés dans le milieu est extrêmement importante. Et on est capable, avec les derniers développements des méthodes numériques, de tenir compte en fait de la variabilité des propriétés. Donc si on a une information de terrain sur la variabilité des propriétés géotechniques, on peut l'inclure en fait dans la modélisation de cette façon. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions.